Docteur Jean-Philippe Estrade, on commence à se connaître, c'est la quatrième formation pour Luna. Bon, ben l'application, voilà, donc la grande news, c'est que là, l'application est sortie à nouveau le 8 mars. Et donc, je vous laisserai la découvrir. Non pas que la première application n'était pas bien, etc., mais effectivement, pour une meilleure compréhension du grand public, une meilleure acceptabilité et également le fait d'avoir du design plus simple, plus ergonomique pour pouvoir récupérer les données des patientes, les transformer pour les rendre quelque chose d'intelligible. Donc on a beaucoup travaillé ces 3 derniers mois sur ce nouveau design et surtout sur la possibilité maintenant, avec les développements qui ont été effectués, d'avoir des nouveaux outils qui vont sortir au fur et à mesure. Donc le premier outil que vous connaissez, donc c'est le NordoScore, donc c'est un questionnaire d'une dizaine de questions qui va donner 3 types de probabilité d'endométriose à la patiente. Et ensuite, la patiente va pouvoir bénéficier d'une éducation thérapeutique parce qu'il y a un outil de quiz qui permet vraiment de faire bénéficier aux patients de toutes les connaissances, puisque la grande limite aujourd'hui pour que les traitements soient pris, soient bien compris, pour la première limite, c'est la compréhension du cycle menstruel, mais également de la maladie, de son vocabulaire typique. C'est vrai qu'une patiente qui a l'endométriose quelque part une endométriose pour la vie, même si elle peut très bien vivre avec une endométriose, puisque, et c'est le sujet un petit peu du jour, par rapport à la douleur, il y a beaucoup de choses à faire, mais également il y a beaucoup de choses à comprendre, des choses qui vont vous être expliquées ou démontrées un petit peu ce soir. Donc les cycles de formation se déroulent bien. Donc nous sommes un organisme maintenant de formation et donc nous commençons à construire un dossier pour aller vers le DPC. Donc ça permet d'avoir un peu une communauté médicale et dans l'espoir très rapidement en fonction des fonctionnalités de la plateforme de pouvoir ensuite avoir de la expertise, des RCP, etc. pour justement que cette communauté médicale grandisse et qu'elle soit très efficiente pour l'avenir. La nouveauté également, c'est l'ouverture du centre de dépistage test, on va dire. Aujourd'hui, ce sont des centres qui seront voués à se multiplier. Donc, quelle est la fonctionnalité de notre centre de dépistage? C'est de lier le digital avec le côté physique. Et ce centre de dépistage n'a pas vocation à concentrer les patientes au même endroit. Il peut être ouvert un petit peu de partout et peut servir de modèle au dépistage de l'endométriose. C'est-à-dire qu'une patiente peut très bien se connecter sur l'application, faire son test et avoir une consultation avec un professionnel de santé, soit dans un centre, soit dans un cabinet, à partir du moment où quelque part il est référencé et qu'évidemment il y a eu de la formation sur l'endométriose. Ça peut être des centres de dépistage un petit peu isolés, quoi, quelque part. Et à partir de là, la patiente va pouvoir avoir une consultation ou une téléconsultation assez rapidement avec les premiers éléments d'examen, d'échographie et de compte rendu des résultats pour que la patiente soit un peu mieux détectée et qu'ensuite elle puisse être prise en charge suivant le bon niveau de parcours de soins. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles dans l'endométriose et la douleur, mais il faut aussi que les patientes rencontrent le bon professionnel de santé, car quand c'est pas bien réglé comme ça, c'est de la perte de temps pour les deux, à la fois pour le professionnel de santé, mais aussi pour la patiente qui n'a pas forcément. Aujourd'hui, j'ai vu une patiente qui venait pour un problème de douleur chronique pelvienne et qui n'avait pas du tout sa place en consultation chirurgicale. Bien sûr qu'on a fait ce qu'il fallait, mais on est reparti un petit peu en arrière pour gagner du temps effectivement après, mais typiquement, ça peut nettement s'améliorer. Donc ça, c'est un peu l'ouverture de ces centres de dépistage. Donc on va tester ça sur la clinique Bouchard. Et ensuite, toutes les bonnes intentions qui font partie de notre communauté médicale pourront accéder à la possibilité de faire partie du réseau pour qu'on puisse avancer ensemble et surtout avoir des retours d'expérience. Donc aujourd'hui, nous avons donc le privilège d'avoir 2 expertes en douleur de 2 bords différents. Et c'est là où ce soir, on va voir, je pense, pas mal de choses en commun, mais qui sont essentielles. Donc le docteur Nathalie Choucroune, qui va elle-même se présenter, mais qui est anesthésiste, réanimatrice de formation et aujourd'hui algologue spécialiste de l'endométriose sur la clinique Bouchard. Et le docteur Christine Évêque, qui est chirurgien, gynécologue, spécialiste de l'endométriose et spécialiste également de la douleur pelvipérinéale, parce que beaucoup de choses se rejoignent
sur la clinique Axiom à Aix-en-Provence, qui fait donc partie du réseau EndoSud et qui a beaucoup produit pour le site internet, pour les réseaux, et qui fait également partie de nombreuses sociétés savantes et très impliquée au niveau de l'endométriose et de la douleur pelvienne. Et donc on va vous présenter finalement les deux sujets qui sont un peu l'abord clinique de la douleur par rapport à l'endométriose et ensuite des solutions. Et les premières solutions qu'en cabinet de sage-femme ou de médecin de premier recours, vous pouvez mettre en place, mais également toutes les solutions à connaître pour une meilleure orientation des patientes. C'est un peu le but de la formation de ce soir. Et après, on aura une petite discussion. Ça me donnera le temps de venir vous rejoindre. Voilà. Donc, on essaie de suivre un petit peu le plan des DPC. Donc, l'objectif, c'est de reconnaître et prendre en charge la douleur spécifique dans l'endométriose et les premiers traitements. Et ensuite, c'est pour mieux comprendre la pathologie et mieux orienter les malades, comprendre un petit peu mieux les mécanismes de la douleur chronique spécifique de l'endométriose. À vrai dire, alors peut-être que c'est la même chose pour mes deux consoeurs. C'est vrai que moi, la douleur pelvienne et la douleur pelvienne chronique, il y a quelques années à l'internat, à l'Astana, c'était pas quelque chose vraiment, c'était un peu les choses qui étaient laissées de côté. Mais effectivement, cette pathologie nous a fait énormément progresser sur ce phénomène de douleur qui n'est pas que de l'endométriose, bien sûr. Donc, et ensuite, on va voir un petit peu au niveau progressif comment on peut faire. Donc, en premier lieu, donc à nouveau, je remercie infiniment Dr Christine Évêque de nous rejoindre et de nous faire bénéficier de son expertise sur le sujet. À toi, Christine, merci. Merci Jean-Philippe pour cette présentation et surtout pour être à l'initiative de toute cette formation et de ton dynamisme dans l'organisation du réseau et l'organisation et l'impact surtout important qui est sur une meilleure prise en charge de nos malades. Donc voilà, donc c'est avec plaisir que je me rallie à votre expertise pour partager ensemble cette formation autour de la douleur et de l'endométriose. Dans un premier temps, ce qui était important, je pense, c'était de refaire un point sur justement la douleur pelvienne chronique et l'endométriose qui va représenter 40 à 70% de ces patientes. Mais on sait aujourd'hui aussi que l'endométriose, en fait, même si elle va correspondre à 10% des malades, elle ne va pas être systématiquement une pathologie. C'est-à-dire qu'on a quand même 15 à 30% des patientes qui vont être asymptomatiques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important vraiment de faire comprendre aux patientes que c'est pas parce qu'elles ont de l'endométriose qu'elles sont malades, mais elles vont être malades parce qu'on va avoir une altération de leur qualité de vie, soit liée à une pathologie douloureuse chronique, ou soit liée à un problème d'infertilité. Donc aujourd'hui, on est beaucoup dans le diagnostic d'endométriose, mais je crois que ce qui est important, c'est de poser le bon diagnostic à une patiente pour vraiment avoir un impact positif sur une optimisation de sa qualité de vie. On a des questionnaires de qualité de vie qui sont spécifiques, on a l'EHP30. Donc voilà, donc c'est vrai que ça, c'est important dans un premier temps. On a également des constats quotidiens, c'est-à-dire qu'on a 20% des patientes qui vont avoir des dysménorrhées primaires très sévères et qui malheureusement vont avoir également des imageries, des celluloscopies négatives. Et on va avoir également au cours de nos consultations des patientes qui vont avoir été chirurgicalement traitées de leur endométriose, mais qui vont toujours avoir des symptômes, donc ce qu'on appelle, nous, des syndromes endométriosis-like, et d'autres patientes qui vont avoir des récidives de douleurs avec des douleurs de règles qui ont déjà été traitées avec chirurgie. Et pour autant, en parallèle, c'était important aussi de faire une épidémiologie sur la douleur pelvienne chronique parce qu'aujourd'hui, la douleur, elle a été mise en débat grâce à l'endométriose. Mais quand je suis arrivée dans ce domaine qui me passionne il y a à peu près 6 ans, on en parlait très peu. Et puis, c'est vrai que ça représente quand même 15 à 20% de la population féminine. C'est 4 millions de femmes en France. Ce n'est pas que des patientes endométriosiques. Et donc, c'est des femmes que nous tous, gynécologues, sages-femmes, médecins généralistes, on va rencontrer et qui nécessitent également une prise en charge. Et ça va être finalement tout au long du parcours de leur vie. Donc, de la puberté, bien sûr, les règles douloureuses, l'accouchement, la ménopause. La douleur pelvienne va intervenir sur de nombreux organes, l'endométriose, différents organes, la vulve, la vessie, le côlon, l'utéus, les nerfs et les muscles. Et c'est important de comprendre comment se diffuse en fait ce type de pathologie avec des organes différents pour essayer de proposer des programmes thérapeutiques. Aujourd'hui, on a encore peu de gynécologues qui vont mettre en place un traitement de première attention et pourtant, on est vraiment, il y a un grand pourcentage avec 4 millions de patientes en France. Aujourd'hui, la conséquence, clairement, quand on est donc dans des centres spécifiques de douleurs pelviennes, les
patientes qu'on va voir aujourd'hui, elles ont à peu près 5 ans d'errance, 6 à 12 mois d'attente pour une consultation spécialisée. Et c'est des patientes qui ont une vraie altération de leur qualité de vie professionnelle, personnelle, conjugale, qui ont tout entendu. Des patientes à qui on a dit c'est dans la tête, avec un grand sentiment de culpabilité et d'hystérisation de la femme par un problème sociétal probablement. Et puis des coûts de santé estimés à plusieurs centaines de millions, parce que c'est des patientes qui font plusieurs IRM, qui vont voir plusieurs praticiens, qui font de la kiné, qui vont voir donc vraiment de nombreux praticiens. Et puis ce parcours complexe, hein, évidemment, va augmenter leur colère et leur incompréhension de ces mécanismes qui sont parfois mal interprétés. C'est-à-dire que quand un gynécologue ou un praticien va leur faire mal, elles vont l'interpréter comme une violence, alors que ça n'a rien à voir avec de la violence. Mais effectivement, c'est des patients qui ont des parcours de soins qui sont assez complexes et donc je pense qu'il faut avoir une attention toute particulière. Aujourd'hui, dans la physiopathologie des douleurs dans l'endométriose, ce qui est important, c'est qu'on a 4 grands domaines. On a l'inflammation, l'infiltration nerveuse, l'adhérence et un grand phénomène qui est majeur et qui est vraiment indispensable à comprendre, qui est l'hypersensibilisation pelvienne centrale. Donc cette inflammation, en fait, elle va être liée aux hémorragies répétitives. En fait, ces hémorragies répétitives vont induire en fait une augmentation de la réponse inflammatoire, donc avec les macrophages, les lymphocytes, les facteurs de croissance, qui vont créer des microkystes inflammatoires et créer des lésions d'endométriose profondes et superficielles. Donc cette inflammation répétée va créer des microkystes et ces phénomènes inflammatoires répétés avec l'apparition de ces tissus cicatrisés sous-péritonéens peuvent induire aussi des infiltrations nerveuses et des encapsulements périnerveux. Et en fait, ces implants vont avoir des anomalies des terminaisons nerveuses, toutes spécifiques et qui ont eux-mêmes des propres connexions au système nerveux central. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau nodule avec une modification du système nerveux central, avec ces terminaisons de ces implants endométriosiques. Et tout ça, cet bombardement d'influx va induire évidemment une diminution des seuils de la sensibilité. Ensuite, on va avoir aussi des phénomènes d'adhérence. Donc, ces adhérences, en fait, vont être surtout des poussées inflammatoires, donc on le comprend bien. Dans l'endométriose, si on a des nodules péritonéaux cicatriciels, on va avoir une diminution de la mobilité qui va induire des phénomènes douloureux chroniques, pas uniquement localisés là où il y a le nodule, mais qui vont avoir une répercussion sur toutes les chaînes musculaires et qui peut avoir également un impact en fait sur la posture. Donc on comprend que c'est vraiment des mécanismes qui vont être assez complexes et qui vont pas être uniquement liés aux implants péritonéaux. Et puis le dernier phénomène qui apparaît, donc qui est l'hypersensibilisation pelvienne chronique, qu'il faut comprendre en fait, c'est-à-dire que ces patientes qui ont des douleurs chroniques en permanence, on va envoyer à leur cerveau un influx de douleurs en permanence, un petit peu comme si on donnait un coup de marteau comme ça donne des inflammations neurogènes, un bombardement d'influx nociceptifs. Et cette transmission exagérée modifie le seuil de la sensibilité et ce seuil de la sensibilité, donc du coup, va induire cette hypersensibilisation centrale pelvienne. Et donc ce phénomène est vraiment important à comprendre que cette stimulation hormonale, l'inflammation, cette inflammation neurogène avec les microkystes inflammatoires et cette dysrégulation du système nerveux central va induire une douleur et des douleurs qui ne sont pas uniquement localisées au niveau donc du nodule d'endométriose. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre aujourd'hui qu'on a des toutes petites endométrioses, d'accord, qui vont induire de grosses douleurs, hein, ce petit chaton qui peut être parfois très méchant, et à l'incontrario, on va avoir des très grosses endométrioses qui vont être pas du tout douloureuses. En fait, c'est vraiment lié à ces mécanismes d'hypersensibilisation pelvienne centrale et on sait que chez patientes endométriosiques, on va avoir 40% qui vont induire vraiment des douleurs pelviennes chroniques complexes. Ces mécanismes, donc ça confirme vraiment, mais des choses qu'on savait déjà bien avant, que le stade et la localisation de l'endométriose n'est pas corrélé avec l'intensité donc de la douleur liée à ces phénomènes d'hypersensibilité. C'est des notions assez récentes, hein, puisque la description de l'hypersensibilité pelvienne centrale, elle date de pas très longtemps avec les critères convergence PP, et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas que de l'endométriose et que ce nodule qui va être lié à la douleur. Aujourd'hui, en fait, quand on voit une patiente qui va arriver en consultation, le symptôme majeur, c'est les dysménorrhées, les douleurs de règles. Bien sûr, on va avoir d'autres panels de symptômes dont on va arriver. Mais finalement, cette endométriose, c'est un petit peu aujourd'hui, je pense, la face visible de l'iceberg. Et ce qui est important, c'est de dépister pas à pas les autres zones gâchettes douloureuses. Parce que ce qui est important dans l'endométriose, c'est pas tellement
le diagnostic de l'endométriose, mais c'est surtout de dépister bien quelle patiente il faut diagnostiquer de cette endométriose et donc de faire un dépistage des patientes qui présentent des douleurs pelviennes chroniques et au sein de ces patientes-là, réaliser un diagnostic. Donc c'est ce que propose aussi l'UNASCOR, c'est-à-dire que c'est des patientes symptomatiques qui vont faire donc, ces tests diagnostiques et non pas des patientes asymptomatiques. Donc ça fait vraiment partie d'un dépistage de l'endométriose, mais au sein d'une population ciblée, ce qui a un impact beaucoup plus important. Là, je voulais vous présenter le cas d'une patiente qui s'appelle Laurie. Je ne sais pas si on entend, c'est un peu des patientes qu'on va voir tout le temps à la consultation, si on peut l'écouter. Alors, bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 18 ans. On va parler un petit peu de mon parcours. Donc, ça a débuté au début des règles. Donc, j'avais des douleurs insupportables et au fur et à mesure du temps, c'était devenu insupportable. Donc, j'ai fait de nombreux rendez-vous médicaux avec tous les spécialistes qui existent, on va dire. Au début, ils ne comprenaient pas, qui me disaient que c'était dans la tête, que ça n'existait pas. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il ne fallait pas les écouter, qu'il fallait continuer à chercher et à se battre. Malgré ça, ça a créé du harcèlement scolaire au lycée, vu que j'ai eu de nombreux jours, quasiment pas souvent dans tout là. Donc, j'ai dû changer d'établissement, prendre un appartement toute seule, être loin de mes parents. Donc, je suis quand même pas au lycée et j'essaie d'avoir un minimum de suivi scolaire pour les études. J'ai fait de nombreux examens, même plus je les compte, ça sert à rien. Et les douleurs que tu décris Les douleurs, oui, c'est comme des contractions du bas du ventre, et ça prend des fois dans le dos, dans les jambes. Et ça diffuse dans les autres organes aussi? La vessie, j'ai du mal à aller aux toilettes, j'ai du mal à faire pipi, ça crée des douleurs. Et du coup, l'absentéisme scolaire, il est quand même Important. Et ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans que c'est comme ça. 4 ans que c'est comme ça. Ok, merci. Donc, ce qui est important de comprendre dans ces patientes, c'est que c'est une patiente qui a 18 ans, donc ça fait déjà 4 ans. Donc, l'âge de 14 ans, c'est un impact très. C'est vraiment des passages chez la jeune fille, d'un statut de femme avec beaucoup de questionnements aussi émotionnels. Donc, ça, c'est à prendre en compte également dans la prise en charge. Et on voit chez Laurie, elle a fait plusieurs IRM qui ont été négatives. Finalement, évidemment, elle a eu une célioscopie qui a retrouvé des lésions d'endométriose superficielle, mais qui n'explique pas évidemment l'ensemble du tableau clinique avec des douleurs vésicales, la fatigue chronique, des douleurs dans le dos, des douleurs dans le jambe, mais qui vont être expliquées justement par ces syndromes d'hypersensibilisation pelvienne. Et si on ne traite pas, et si on ne traite que l'endométriose via une chirurgie, on est bien d'accord qu'on ne va pas réussir à traiter et à optimiser sa qualité de vie. Donc ces patientes, on a quand même pas mal de patientes, on va avoir des imageries négatives. Évidemment, il nous faut des scores diagnostiques pour pouvoir orienter les patientes qui vont rentrer dans des parcours spécifiques. Donc, est-ce qu'il faut faire des cellulles à tout le monde, rechercher à tout prix une endométriose? Je crois que ce qui est plus important, c'est vraiment, en fait, c'est de faire un diagnostic, oui, mais surtout au sein de ces patientes-là qui vont avoir des phénomènes d'hypersensibilisation centrale pelvienne, surtout, avant tout, pour pouvoir leur proposer un traitement. Ces phénomènes de sensibilisation, donc ça, c'est vraiment pour rentrer un tout petit peu dans la physiopathe et essayer vraiment de mieux comprendre. Il faut comprendre que la douleur de règle, donc, ou une douleur à la défécation de manière permanente, comme un coup de marteau, va induire des phénomènes de mémorisation. Cette mémorisation, en fait, va induire des inflammations neurogènes et une diffusion de la substance P. Ce n'est pas quelque chose qu'on va créer, hein. C'est vraiment quelque chose de physiologique. On va induire un abaissement du seuil nociceptif. Et quand on ne traite pas, si je vous casse la main, par exemple, et que je vous dis, vous ne touchez à rien, on se revoit dans 6 mois, c'est-à-dire qu'on revoit les patients dans 6 mois, ils n'ont pas mal qu'à la main, ils vont avoir mal à l'épaule, tout simplement parce qu'ils vont adapter des postures, ils vont avoir des positions antalgiques, ils vont avoir peur qu'on leur fasse mal, et donc ils vont avoir aussi un contexte émotionnel qui va s'aggraver, et c'est ce qu'on appelle là vraiment cette hypersensibilisation. Et nous, autour donc de l'utérus qui donne les douleurs de règles, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le muscle, on va avoir la vulve, on va avoir l'intestin, la vessie, et donc ça fait des patients qui vont avoir des tableaux cliniques très discordants, pas parce qu'elles sont pas malades, parce qu'en fait la vraie maladie c'est la douleur, mais aussi parce qu'elles ont en fait ces diffusions, cette hypersensibilisation. Donc il a été créé donc des critères Convergence PP. Alors Convergence PP, c'est une société scientifique européenne de douleurs périnales. Donc vraiment on a des sages-femmes, je vois Maud qui est connectée, et tout le monde a un rôle en fait dans cette société scientifique, et en fait c'est vraiment pluridisciplinaire. Donc on va retrouver des kinés, des algologues, et en discutant tous ensemble, on a établi un critère Convergence justement
traité sur 10, un score sur 10. Et donc, on va regarder des douleurs à la miction, pré- et post-mictionnelles, des douleurs à défécation, des douleurs pendant l'activité sexuelle, des patientes qui vont avoir des douleurs musculaires. Et ça, je pense que les sages-femmes sont bien plus compétentes en fait pour bien diagnostiquer les problèmes musculaires que les gynécos, en tous les cas mieux formés, et tous les problèmes hautes musculaires, notamment des membres inférieurs. Il y a une variabilité de l'intensité douloureuse, et c'est là la difficulté que ces patientes qu'on a beaucoup hystérisées, c'est qu'il y a vraiment une évolution en dents de scie, d'accord, et à la fois en intensité et à la fois en topographie. C'est pour ça que ces patientes, elles ont, et ça c'est vraiment caractéristique d'une problématique centrale, c'est souvent associé à des migraines, des SADAM, des stress post-traumatiques, des syndromes des jambes sans repos, et on entend encore très important, une intolérance multiple aux produits chimiques, des patientes qui vont prendre 3 gouttes de Laroxyl et qui vont rien tolérer, la patiente qui va avoir des troubles de l'humeur et qui va devenir agressive dès qu'on va lui donner une pilule, etc. Donc c'est pas parce qu'elles sont pénibles, c'est vraiment parce qu'il y a ces phénomènes de sensibilisation. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment cette discordance, cette discordance qui est liée à ce dysfonctionnement, et qu'aujourd'hui, on va vraiment parler donc de concept de douleur d'organes, indifféremment aussi de la douleur liée à la lésion en elle-même. Parce que bien sûr, l'endométriose, en fonction de la lésion, va donner des douleurs un peu différentes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que si on ne peut pas expliquer la douleur liée à une pathologie de l'organe, c'est-à-dire que si une patiente a des troubles digestifs mais qu'elle n'a pas d'endométriose digestive, ça veut dire qu'il faut juste comprendre que la douleur va s'exprimer à travers l'organe, et donc avec ce concept de douleur d'organe. Donc aujourd'hui, on a pour l'endométriose 2 types de douleurs. Donc la douleur qui va être liée à la lésion, et donc ça c'est important de faire la cartographie des lésions d'endométriose, et c'est important, et on va faire donc des douleurs liées à l'hypersensibilisation, c'est-à-dire le phénomène répété de la douleur qui peut être digestive, urinaire, vulvaire, etc. Et donc en fait, quand on va examiner notre patiente, on va essayer vraiment de déterminer ces 2 localisations douloureuses. Donc je crois qu'avant même de commencer toute thérapie complémentaire ou tout examen complémentaire, je crois que la première chose à faire, c'est de mettre en place un traitement antalgique, tout simplement parce que si le patient va se sentir entendu, il faut considérer sa douleur. Si on traite très précocement un malade, on va éviter de lui avoir des phénomènes répétés et d'avoir des patients 5 ans après avec des phénomènes d'hypersensibilisation qui sont difficiles à régler, et surtout à éviter l'errance médicale. Donc, il faut poser une hypothèse diagnostique, et ça, cette hypothèse diagnostique précise clinique, elle est très importante parce que tout votre traitement va découler de cette hypothèse diagnostique. Donc, c'est quoi? C'est la cartographie des douleurs, c'est entendre à quel moment, quel événement a déclenché les douleurs. Bien sûr, on va aussi faire des examens complémentaires qui vont être l'échographie en première intention, l'IRM également. Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas d'indication à faire de MG, même chez les patients qui ont des sensations de brûlure périnéale, et on ne le fait même plus dans la névralgie pudendale. Donc cette démarche, elle est très importante, et à l'interrogatoire, en fait, un patient, on comprend dans ce phénomène de sensibilisation, doit être aggravé également par le contexte. Donc il faut savoir depuis quand, est-ce qu'il y a un facteur déclenchant, qui sont ces malades, quelle profession ils sont, est-ce que vous avez des antécédents traumatiques dans votre environnement, est-ce que vous êtes en couple, célibataire, est-ce qu'il y a la violence conjugale. Cette notion de vulnérabilité, elle va être à prendre en compte parce que elle va être à prendre en compte dans votre thérapeutique. On sait qu'un patient qui va être dans un mieux-être émotionnel va être en capacité de mieux gérer sa douleur. Évidemment, ce qu'on sait bien faire en tant que praticien, c'est la caractérisation de la douleur, le type, la localisation qui va nous donner plutôt une douleur d'origine neuropathique, plutôt quelque chose de mécanique, plutôt quelque chose de musculaire. Et puis, on va regarder les autres signes fonctionnels. Digestif, urinaire. On peut avoir des patients qui vont avoir des difficultés à uriner, donc des dysuries, sans pour autant qu'il y ait un obstacle, mais l'hypertonie périnéale va induire une dysurie. Et ce qui est également important, c'est de voir, on sait que la dysfonction donne de la douleur, mais la douleur également donne des dysfonctions. Donc des dysfonctions à la fois digestives et des dysfonctions urinaires. Donc digestives, on peut avoir un intestin irritable, mais urinaire, on peut avoir des dysuries avec des patientes qui vont pousser, qui vont avoir également après des troubles statiques pelviennes. On a l'examen clinique qui doit être vraiment prudent. Il faut demander l'autorisation à un patient quand on a des patientes pas en état émotionnel. Enfin, il faut aussi ne pas les examiner, être donc bien sûr après accord et information aujourd'hui, c'est évident. Et un élément important quand on va examiner une patiente douloureuse, c'est de leur expliquer ce qui se passe. Donc, c'est expliquer l'anatomie. Donc, on n'est pas obligé tout de suite de les mettre en position gynéco. Nous, on va aussi faire un examen postural. On va regarder l'équilibre du bassin, le rachis. On sait qu'en améliorant la posture, on va également améliorer des douleurs musculaires dans la chaîne, des contractures paravertébrales. On va essayer de regarder au niveau des zones gâchettes. Donc, si on n'a pas des syndromes myofasciaux au niveau des piriformes, au niveau donc des obturateurs. Donc, voilà. Après, on va effectivement la mettre en position gynécologique
symptomatologique, on va faire un examen vulvaire, pas à pas. Donc moi, je vais utiliser vraiment un doigt en disant, bah, vous voyez, là, c'est la grande lèvre, là, c'est la petite lèvre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a une douleur? Non. Là, on va faire donc la petite lèvre. Et souvent, il y a une zone d'hypersensibilité qui est le vestibule chez les patients douloureuses chroniques. Donc, c'est ce qu'on appelle la vestibuliodynie. On va rechercher ces zones d'hypersensibilité et après, on va faire donc muscle par muscle, organe par organe. Donc, on va toucher la vessie, on va regarder l'obturateur. Donc, voilà, on va la faire contracter en faisant une rotation forcée. On va regarder les releveurs de l'anus également et le bassin. Évidemment, ce qui va être important, c'est de rechercher des troubles de la statique ou des dysfonctions associées, des hypertonies urétrales ou des hypertonies sphinctériennes. Après, dans l'endométriose, on va rechercher également l'examen clinique des choses spécifiques de l'endométriose qui sont des nodules transfixion, qui vont être des cul-de-sac blindés, la douleur franche à la mobilisation utérine, etc. Donc, ce qui est important aussi, je pense, c'est vraiment de comprendre ce syndrome myofascial qui est une hypertonie involontaire du muscle liée à un phénomène répété, mais également liée à un phénomène de sensibilisation. Quand on a une sensibilité qui diminue, on va avoir un muscle qui va avoir tendance à se contracter et chaque muscle va avoir des descriptions cliniques un peu plus particulières. Donc, par exemple, dans le piriforme, c'est des patients qui vont souvent décrire des douleurs de type sciatique, sans pour autant qu'il y ait une atteinte du nerf, avec des douleurs au niveau du haut de la fesse, une limitation de l'amplitude articulaire. Quand on a des syndromes myofasciales obturateurs internes, donc ça c'est vraiment quasiment, allez, on va dire 100% des patientes douloureuses qui ont une endométriose, elles vont décrire des douleurs ovariennes. En fait, elles disent j'ai mal à l'ovaire, donc des douleurs en fosse iliaque qui vont descendre dans les jambes comme des contractures tout d'un coup, ou ça peut irradier dans le dos. Ça donne également des sensations de pesanteur pelvienne. Donc ça fait vraiment cette sensation quand ça va se contracter parce qu'en fait c'est le muscle qui entoure complètement le bassin. C'est des dyspareunies profondes également parce que quand elles vont avoir des rapports, ça va donner en fait que quand le muscle se contracte, l'orgasme, c'est le muscle obturateur qu'on va contracter. Donc ça c'est important. Et après évidemment le syndrome myofascial des releveurs de l'anus, des difficultés d'intromission qu'il faut différencier du vaginisme où le vaginisme est vraiment un trouble phobique. Donc ça c'est des mots que les patients ne doivent pas entendre. Donc le vaginisme, donc c'est vraiment un syndrome myofascial ou une hypertonie des releveurs de l'anus. C'est des patients souvent qui ont des fissures cutanées. Pourquoi? Parce qu'en fait, on comprend bien que si je tends un drap entre deux branches tendues, eh bien, dès que je vais essayer de passer quelque chose, crac, alors que si c'était souple, en fait, on aurait moins ces fissures. C'est souvent aussi des patients qui ont des fissures anales et des sensations de brûlure vaginale. Donc aujourd'hui, ce qu'on comprend dans cette maladie, c'est qu'être seul chirurgien, ça suffit pas. Être seul kiné, ça suffit pas, mais qu'on a vraiment d'avoir des programmes cognitifs, comportementaux, médicaux, chirurgicaux, d'être pluridisciplinaires et surtout adaptés à chaque patient parce que chaque patiente a une symptomatologie différente et qui, en plus, on ne peut pas le corréler à une lésion. Donc, c'est là où l'examen clinique et l'interrogatoire a toute sa place. On a vraiment besoin de cette médecine intégrative. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à nous sur la prise en charge de la douleur chronique. Il y a de nombreuses études randomisées qui valident que la thérapie centrale, le régime alimentaire, l'exercice physique, en fait, tout ce qui va induire de la mobilisation, de la sécrétion de plaisir, donc d'endorphine, va permettre en fait à ces patients de modifier leur seuil de la sensibilité. Donc ça, on a encore du travail en France pour réaliser des équipes qui permettent de proposer des parcours de soins comme ça. Donc ce management, donc c'est vraiment des programmes médicaux, chirurgicaux. La chirurgie ne suffit pas, les traitements médicaux ne suffisent pas, mais aussi cognitifs comportementaux. Il faut s'occuper du bien-être émotionnel de son patient et avec des thérapies complémentaires, avec l'alimentation aussi me semble quand même une bonne aide pour calmer notamment tous les problèmes d'intestin irritable. L'évaluation, et quand on dit évaluation, quand on dit guérison d'une patiente douloureuse avec une endométriose, c'est pas parce qu'elle a une belle IRM, mais parce qu'on va avoir clairement une amélioration de sa qualité de vie. Il faut l'évaluer. Donc on a le Q5D, le HP5 qui est la version courte de la HP30. La qualité de vie sexuelle est très importante et donc c'est ça il faut déterminer des objectifs avec notre patient en leur disant vous allez être guéri, mais on va commencer à faire 50% de modification de la sensibilité, etc. Et donc l'objectif, c'est de mettre en place ces thérapies dont Nathalie Dr Choukroun va développer, mais qui va permettre de désensibiliser, donc de bloquer en fait tout l'influx nerveux, donc jusqu'au système nerveux central. Donc c'est diminuer cet influx nociceptif. Et donc si vous avez bien fait toutes vos zones gâchettes, eh bien vous avez toutes les thérapies nécessaires pour bloquer, que ce soit les traitements talgiques, la kiné, je ne vais pas tout vous dévoiler,
mais on va le voir après, quoi. Donc, c'est vraiment une rééducation du cerveau et puis, bien sûr, traiter le bien-être émotionnel, les antécédents de trauma, le stress et la gestion. Donc, il y a des parcours. Donc, je pense que le patient, à partir du moment où il est dans un parcours et accompagné, il est déjà sécurisé. Cette sécurisation, elle a un impact positif aussi. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir, par exemple, une possibilité de suivi avec des sages-femmes ou avec aussi des infirmières qui vont reformuler les parcours un peu comme en cancérologie, c'est important. De voir les malades, donc nous, on a une plateforme donc, où en fait les patients vont avoir des évaluations de qualité de vie, de voir que en fait, même s'ils ont mal, ils vont quand même mieux, d'accord? Donc des échelles, des algorithmes, et apprendre aussi à autonomiser son patient, c'est-à-dire il doit avoir des outils de l'éducation thérapeutique, donc c'est des ateliers financés par l'ARS qui existent et là, le référentiel national de l'ETP est sorti cette année. Il commence à se diffuser pas mal de programmes en France. Donc voilà, et ça, c'est très important parce que le patient va redevenir autonome et donc n'est plus avec une dépendance des praticiens médicaux et paramédicaux. Voilà, donc je crois que ce qui est important, c'est vraiment de comprendre dans l'endométriose les lésions, les douleurs liées aux lésions et les douleurs liées à l'hypersensibilisation. Évidemment, de ça va découler en fait tous les traitements, à la fois physiques, psychiques et fonctionnels. Ce dépistage de la douleur pelvipérinale, il est indispensable pour optimiser la qualité de vie et au sein d'une population ciblée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas traiter un patient endométriosique donc seul. Il faut vraiment mettre en place des programmes pluridisciplinaires, holistiques et intégratifs. Et je crois que replacer le malade au centre de sa prise en charge grâce à l'éducation reste aussi une bonne alternative. Voilà. Donc je vais passer la parole au docteur Nathalie Choukroun qui va voilà. Bonjour, donc moi je suis le docteur Choupoun, je suis anesthésiste et médecin de la douleur et je travaille donc dans une structure douleur chronique endométriose. Je vais vous présenter les traitements spécifiques de la douleur chronique liée à l'endométriose. On l'a vu, les mécanismes sous-jacents à la douleur sont extrêmement complexes, ils sont mal connus. On part des implants et puis on va vers 3 niveaux d'hypersensibilisation. Une hypersensibilisation périphérique, centrale et interorgane qui va perpétuer et amplifier le message douloureux et on se retrouve face à des douleurs qui échappent complètement au traitement conventionnel de l'endométriose. Le rôle de l'algologue, ça va être de démembrer, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les différentes composantes qui sont en jeu pour pouvoir proposer toujours des traitements qui seront adaptés. La prise en charge sera toujours pluridisciplinaire en associant des traitements non médicamenteux et des traitements médicamenteux que je vais vous présenter maintenant. Donc, on va commencer avec les traitements non médicamenteux et les techniques de neurostimulation avec la TANS, la neurostimulation transcutanée. Donc, le principe, c'est stimuler les fibres nerveuses périphériques à l'aide d'électrodes qui sont collées à la peau et reliées à un boîtier externe. C'est une technique non médicamenteuse, non invasive, sans effet secondaire, qui va permettre de réduire la consommation d'antalgiques et leurs effets indésirables. C'est facile à utiliser, c'est remboursé par la sécurité sociale et ça fait partie des propositions thérapeutiques dans les dernières recommandations pour la prise en charge de l'endométriose. Donc, on a 2 modes de stimulation. Ce qu'on appelle le gate control, c'est le TANS conventionnel. Alors, comment ça marche? Il faut savoir que les nerfs, ils passent par la moelle épinière avant de remonter au cerveau. Au niveau de la moelle épinière, on a une espèce de porte qui va se fermer dès qu'on a une information qui passe. Il se trouve que les fibres sensitives qui transmettent l'information non douleur ont une vitesse de conduction beaucoup plus rapide parce qu'elles sont de plus gros calibre. Les fibres sensitives qui transmettent l'information douleur, elles sont de petits calibres, pas myélinisées, donc elles ont une vitesse de conduction qui est beaucoup plus lente. C'est un mécanisme naturel qu'on utilise tous les jours. Par exemple, quand vous vous brûlez, vous soufflez sur la brûlure, vous êtes soulagé immédiatement parce que l'information souffle en quelque sorte à gagner la course au niveau de la moelle épinière et donc à refermer cette porte. Par contre, dès qu'on arrête de souffler, la douleur revient. L'autre mode de stimulation, c'est le type endorphinique ou acupunctural, où là, on va être en supraspinal, c'est-à-dire au niveau du cerveau. On va augmenter et rétablir les contrôles inhibiteurs de la douleur en faisant sécréter avec la stimulation des endorphines. Et donc, on aura une analgésie qui sera obtenue après un temps d'induction qui sera plus long parce qu'il faut le temps à notre cerveau de fabriquer les endorphines. Il faut 30-45 minutes de stimulation, mais par contre, l'effet post-séance sera beaucoup plus long. Le positionnement des électrodes, donc dans les douleurs viscéro-pelviennes, on va placer 2 électrodes en bas du dos et 2 électrodes au niveau de la cheville, sur le trajet du nerf tibial postérieur, parce que au niveau, quand on stimule le nerf tibial postérieur, ça se reporte sur les mêmes métamères que les racines sacrées. La stimulation du nerf tibial postérieur, c'est un traitement qui est proposé, on revient en arrière, c'est un traitement qui est proposé pour traiter l'hyperactivité vésicale, les troubles anorectaux et la douleur. Quand on aura des douleurs périnéales, on va placer 2 électrodes au niveau, toujours sur le trajet du nerf tibial postérieur, et on mettra 2 électrodes de part et d'autre au niveau du périnée. Pour les dysménorrhées, ce qu'on préconise plutôt, c'est un encadrement de la zone douloureuse. On va mettre 2 électrodes devant au niveau du dos et 2 électrodes devant au niveau de l'abdomen, ou bien 2 électrodes en haut et en bas au niveau de l'abdomen. On a plusieurs appareils à notre disposition. Donc, on a des TANS classiques, on a des TANS qui sont connectés avec des applis smartphones et des TANS qui commencent à apparaître sans fil. On a plusieurs types et tailles d'électrodes. Alors, le TANS Ecomodine, c'est un TANS un petit peu particulier qui va nous aider à traiter les
syndrome myofasciaux. Un syndrome myofacial, c'est un dysfonctionnement des muscles, mais également des fascias. On a les muscles qui sont dans un état de contracture soutenue, et les fascias sont des petites enveloppes fibroélastiques qui sont autour de tous les organes. Ils vont subir des remaniements avec notamment des phénomènes de fibrose. Le tenségromondine, donc on peut l'utiliser avec comme intense classique, mais il y a aussi la petite douchette, c'est une sonde avec une électrode bipolaire qui va détecter les signes douloureux. Donc je vous invite à venir à l'unité si vous voulez l'essayer. En fait, on va balayer, et à un moment donné, la sonde va accrocher. Alors c'est pas magique, c'est juste que quand on est sur un point gâchette, on a une impédance qui est différente, et donc cette sonde repère la différence d'impédance. On va stimuler les fibres à delta SC, qui sont les fibres qui conduisent le message douloureux. On est sur le site douloureux, donc c'est pas très agréable quand on fait la séance, mais il y a un soulagement qui est très rapide, et c'est une technique qui est particulièrement efficace. Autre technique de stimulation, donc la stimulation du nerf vague par voie transauriculaire. Alors, on va faire un petit peu d'anatomie. Le système nerveux autonome, c'est le système qui nous permet de réguler toutes les fonctions automatiques du corps. La respiration, la circulation, la digestion. Au sein du système nerveux autonome, on a deux systèmes qui s'opposent. On a le système orthosympathique qui va nous permettre de réagir à une situation de stress, et on a le système parasympathique qui va nous permettre de récupérer après une situation de stress, notamment en activant le nerf vague. Dans certaines situations pathologiques, on a un effondrement de l'activité du nerf vague. Donc le nerf vague, c'est ce que vous voyez à gauche sur la diapositive, c'est un nerf crânien, et quand on voit son territoire de distribution, on comprend pourquoi on l'appelait le nerf vague. Donc comment ça marche? Donc il y a un effet antalgique en rééquilibrant le système nerveux autonome, il y a un renforcement des contrôles inhibiteurs descendants, et puis on a un double effet anti-inflammatoire. Le premier, c'est via l'axe corticotrope, les fibres afférentes du nerf vague, c'est-à-dire celles qui partent de la périphérie et qui remontent vers le cerveau. Quand on a une réaction inflammatoire, elles envoient un message, elles activent l'axe corticotrope et elles font fabriquer par les surrénales des glucocorticoïdes, donc on a une diminution de la réponse inflammatoire. L'autre effet anti-inflammatoire, c'est via la voie cholinergique. Les fibres efférentes, c'est-à-dire celles qui partent du cerveau et qui vont vers la périphérie, elles libèrent de l'acétylcholine qui va se fixer sur certains récepteurs au niveau des macrophages et bloquer la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, notamment les TNF-alpha. En fait, la stimulation du nerf vague, c'est un traitement, c'est un anti-TNF alpha non médicamenteux. C'est quand même très intéressant. Je vous ai mis une petite étude qui avait été faite chez les patientes qui souffrent d'endométriose. C'était une étude randomisée en double aveugle et qui avait montré l'efficacité de cette technique. Donc, comment on fait en pratique? On va passer à la diapositive suivante. Voilà. En pratique, donc, on va stimuler une zone cutanée qui est innervée par le nerf vague et qui se situe au niveau de l'oreille, avec une oreillette qu'on va relier au TINS, au boîtier de stimulation. On va faire 2 séances par jour, une le matin et une le soir, sur des séances de 30-45 minutes, et il va falloir au moins 4 à 6 semaines avant de commencer à ressentir des effets. C'est surtout intéressant quand on a des douleurs diffuses, quand on a de l'hypersensibilisation, de la fibromyalgie, quand on a une symptomatologie digestive, dans le syndrome de l'intestin irritable, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les douleurs inflammatoires évidemment, et puis quand on est dans un contexte anxio-dépressif, puisque ça va nous permettre la récupération. Autre technique de stimulation, la stimulation magnétique transcrânienne répétée. La RTMS est une technique non invasive où on va cette fois-ci stimuler le cortex cérébral à l'aide d'une bobine qui génère un champ magnétique. Donc ça repose sur un principe physique, le principe de Faraday, c'est l'induction électromagnétique. Quand on a un champ magnétique qui change très rapidement d'orientation, c'est ce qui se passe au niveau de la bobine, ça génère un courant électrique dans un élément conducteur à proximité et donc au niveau des neurones du cortex cérébral. L'objectif de cette technique, ça va être de moduler l'activité des neurones qui seront impliqués dans l'intégration du message douloureux. Enfin, la neurostimulation médulaire, donc là c'est une technique qui est invasive, on va implanter une électrode à proximité des cornes postérieures de la moelle épinière. C'est une technique qu'on utilise quand même peu pour les patients qui ont de l'endométriose parce que ça marche surtout dans les douleurs très localisées et dans l'endométriose, on a souvent des douleurs diffuses avec l'hypersensibilisation. On va passer aux thérapies manuelles. On va commencer par l'ostéopathie. Là, vous avez la définition de l'OMS de l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, c'est une approche holistique qui va amener le corps à son autorégulation, à son auto-guérison. Moi, je dis toujours que c'est un incontournable, l'ostéopathie, quand on a de l'endométriose. Ça nous permet d'améliorer la mobilité des tissus, notamment en travaillant en fasciathérapie pour traiter les adhérences, améliorer les troubles digestifs. Ça va nous permettre d'améliorer la mobilité mécanique au niveau du bassin et des lombaires, de corriger les troubles posturaux. On l'a vu tout à l'heure, le délai diagnostique est extrêmement long pour cette pathologie et donc on a des patients qui vont passer des années en position antalgique et qui vont avoir donc des contractures au niveau des cervicales, des épaules, du diaphragme, avec souvent des migraines associées. Enfin, le travail des kinés et des sages-femmes. Donc ça va surtout être la prise en charge du syndrome myofascial pelvien avec un travail manuel, des techniques de relâchement, d'étirement, la técarthérapie, enfin tout ce que vous faites au quotidien. Et puis vous avez un rôle très important pour la prise en charge des dyspareunies et l'éducation du patient. Les thérapies complémentaires, enfin, donc on en a parlé déjà avec Christine, ce sont toutes les approches et pratiques qui sont habituellement pas considérées comme faisant partie de la médecine conventionnelle. Et comme nous l'a expliqué Christine, on va de plus en plus vers une médecine intégrative, c'est-à-dire qu'on va associer la médecine conventionnelle et les thérapies complémentaires. On en parle d'ailleurs beaucoup dans les recommandations pour la prise en charge de l'endométriose. Il y a une partie, dans ces dernières recommandations, il y a une partie prise en charge de la douleur chronique. Et à ce moment-là, on va beaucoup parler de ces techniques, de ces thérapies complémentaires. Elles vont nous aider à gérer les douleurs et à diminuer les conséquences psychiques, relationnelles et sociales qui sont associées à la douleur. C'est ce que nous, on appelle la souffrance. Elles vont agir sur les mécanismes de mémorisation de la douleur et elles seront d'autant plus profitables qu'elles pourront être poursuivies quotidiennement à domicile. Donc là, vous avez un petit peu le catalogue de tout ce qu'on peut proposer comme thérapie complémentaire. Vous voyez, c'est très varié. En bas, je vous ai mis
un petit feuillet que je donne aux patientes en consultation. Ça vient d'une société australienne de prise en charge de la douleur pelvienne où ils proposent des petites postures de yoga pour traiter les douleurs pelviennes. On en arrive au traitement médicamenteux. Donc, dans les recommandations, on nous dit que la prescription d'anti-inflammatoires au long cours n'est pas recommandée. On comprend pourquoi, puisqu'en fait, l'inflammation, c'est le premier domino, mais c'est pas responsable de toutes ces douleurs chroniques. Et on nous dit aussi que si on a une origine neuropathique, il faut traiter. Il y a toujours cette idée de traitement qui doit être adapté à l'origine des douleurs. Donc voilà comment on prend en charge une douleur neuropathique. Là, ce sont les dernières recommandations, elles datent d'avril 2020. Quand on a une douleur neuropathique généralisée, on va mettre en première intention des antidépresseurs. Pourquoi on met des antidépresseurs pour traiter la douleur? Parce que les antidépresseurs, ils vont bloquer la recapture et l'élimination de la sérotonine et la noradrénaline. Ce sont des neurotransmetteurs qui vont nous aider à nous défendre contre la douleur. C'est ça qu'on appelle les contrôles inhibiteurs descendants. Donc, on va mettre en première intention la nitroptyline, c'est le Laroxyl, la venlafaxine, c'est l'Effexor, et la duloxétine, c'est le Cymbalta. En première intention, on recommande également l'utilisation de certains antiépileptiques. Les antiépileptiques, ils vont agir en diminuant l'excitabilité des nerfs. On a la gabapentine, c'est-à-dire le Neurontin, qui est recommandé en première intention. La prégabaline, c'est-à-dire le Lyrica, qui était avant dans les recours précédentes en première ligne, a été rétrogradé puisque les études ont montré que c'était moins efficace. En deuxième ligne, on peut associer antiépileptiques et antidépresseurs ou bien proposer du tramadol. Alors, on va le voir, les morphiniques ne sont pas du tout indiqués pour la prise en charge de ce type de douleur, mais le tramadol, c'est une molécule un petit peu spéciale parce que c'est un morphinique, certes, mais c'est aussi un inhibiteur de la recapture sérotonine, noradrénaline. C'est pour ça qu'il se retrouve en deuxième ligne pour les recommandations. Entre la deuxième et la troisième ligne, on a la psychothérapie, et puis en troisième ligne, la RTBS, la stimulation médulaire et les opioïdes. Quand la douleur neuropathique est localisée. Donc en première intention, on a les emplâtres de lidocaïne, ce sont les patchs de Versatis, ou bien l'utilisation du TANS. Et en deuxième ligne, on a la capsaïcine, la toxine botulique. Je vais revenir sur ces techniques parce que c'est ce qu'on fait nous en structure douleur chronique tous les jours. Donc on va commencer par la capsaïcine. Donc la capsaïcine, c'est quoi? C'est de l'extrait de piment qui existe sous forme de patch hautement concentré, qui s'appelle Qdenza. On l'a vu, l'hypersensibilisation, c'est la manifestation clinique de modifications structurelles et fonctionnelles au niveau du système nerveux. Et une de ces modifications, ça va être une surexpression au niveau périphérique de récepteurs qui s'appellent les récepteurs TRPV1. Les récepteurs TRPV1, c'est ceux qui vont s'activer au contact de la chaleur. Ils s'activent au-dessus de 42 degrés, c'est ce qui nous fait nous brûler. La capsaïcine, c'est pas un antagoniste, c'est un agoniste de ce récepteur TRPV1, c'est-à-dire que dans un premier temps, elle va activer le récepteur, c'est ce qui va provoquer la sensation de chaleur au moment où on va poser le patch, et puis après, elle va bloquer le récepteur en position verte, et comme ça sert à rien qu'il soit bloqué en position verte, il va s'autodétruire, il va se défonctionnaliser. Alors, en pratique, le patch, il est mis en place par des infirmières qui ont été formées à la pose du patch de Qdenza, tout le monde ne peut pas poser un patch de Qdenza. On va établir avec la patiente une cartographie, c'est-à-dire qu'on va délimiter la zone sur laquelle on va devoir appliquer le patch. On applique le patch pendant 30 minutes à 1 heure, selon la localisation, et ensuite on retire le patch. Et ce patch, on va le poser toujours en milieu hospitalier, tous les 2-3 mois. Donc la toxine botulique, c'est devenu un petit peu le couteau suisse de la médecine. On a l'impression qu'on l'utilise à toutes les sauces. Et quand on comprend comment ça marche, on comprend pourquoi il y a autant d'indications. Le premier effet, celui qui est le mieux connu de la toxine botulique, c'est que ça bloque au niveau de la jonction neuromusculaire la libération de l'acétylcholine. Et c'est pour ça qu'on a cette paralysie. Ce qui est moins connu, c'est que la toxine botulique bloque également la libération des neurotransmetteurs de la douleur. Donc substance P, glutamate, CGRP. Et c'est pour ça que nous, on l'utilise pour prendre en charge des douleurs neuropathiques. Il y a un troisième effet qui est encore moins connu, c'est que la toxine botulique, elle va migrer, c'est-à-dire qu'elle va de la périphérie vers le système nerveux central, et donc elle a des effets centraux, et ça permet de diminuer l'hypersensibilisation centrale. Donc, je vous ai mis en bas des applications de ce qu'on fait tous les jours. Donc on peut traiter des zones de douleurs neuropathiques en faisant des nappages intradermiques, on peut traiter les cicatrices. Je vous rappelle que ce sont des femmes qui sont beaucoup opérées, il y a une incidence de douleur post-opératoire qui est très importante dans l'endométriose, et on peut aussi traiter les syndromes myofasciaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un syndrome myofascial, vous avez des phénomènes de fibrose au niveau des fascias, et il se trouve que la toxine botulique a une propriété antifibrotique. C'est pour ça que ça marche bien dans le syndrome myofascial, parce que ça traite le muscle et le fascia. Et enfin, on va terminer avec les anti-NMDA. Donc évidemment, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a des milliers de récepteurs, mais le récepteur NMDA, on le connaît bien, on le connaît depuis longtemps, et puis c'est une cible thérapeutique. Donc c'est un récepteur qui est au niveau de la moelle, qui est bloqué par un ion magnésium, qui est fermé à l'état physiologique, et qui va être un peu un filtre à la douleur. Sauf que dans certaines circonstances, l'ion magnésium va sauter, le canal va s'ouvrir, et on a toutes les informations qui vont passer, il ne va plus jouer son rôle de filtre. Donc, qu'est-ce qui fait que ce récepteur va s'ouvrir? Ce sont des expériences douloureuses intenses, le stress chronique et la prise prolongée de morphinique. En anesthésie, c'est ce qu'on appelle l'hyperalgésie induite par les opioïdes, et c'est pour ça qu'en anesthésie, on fait de moins en moins d'opioïdes en péri et en post-opératoire. Dans les structures douleurs chroniques, les anti-NMDA qu'on utilise tous les jours, c'est la fameuse kétamine et la lidocaïne par voie intraveineuse. Voilà, donc j'ai fini maintenant
avant de présenter toutes les techniques. On va arriver à la conclusion. Voilà. Donc, on l'a bien compris, les douleurs pelviennes chroniques qui sont liées à l'endométriose échappent complètement au traitement conventionnel de l'endométriose. Il va falloir donc une démarche diagnostique minutieuse pour comprendre les différents mécanismes qui sont impliqués et pour pouvoir proposer une prise en charge qui sera adaptée et toujours pluridisciplinaire. Alors, il y a un mot à la mode, c'est transdisciplinaire. Pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on a plusieurs intervenants et transdisciplinaire, c'est quand les différents intervenants vont communiquer entre eux. Et ça, c'est dans l'esprit de la conclusion de Christine, hein, il faut replacer le patient au centre de la prise en charge en communiquant davantage entre soignants. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci de continuer à suivre ces formations et aussi peut-être maintenant à plus utiliser la plateforme et notamment l'application parce que ça donne du soutien, ça nous permet nous aussi également d'avancer sur ce projet. Voilà, à très bientôt alors. Parce que de nombreuses femmes souffrent en silence, parce que le diagnostic est complexe, tardif et difficile à comprendre, parce qu'il faut se battre pour une meilleure prise en charge et pour être entendu, parce que c'est aussi une maladie de couple. EndoFrance a été créée en 2001 pour soutenir les femmes et leur entourage. Rencontres amicales, groupes de parole et ateliers sont autant de lieux d'échange sur le comment vivre avec la maladie. Grâce à notre comité scientifique composé d'experts reconnus pour leurs compétences, nous délivrons une information validée scientifiquement. Pour informer le public sur cette maladie gynécologique chronique touchant 1 à 2 femmes sur 10, nous organisons semaine après semaine, dans toute la France, des conférences et des tables rondes. Pour compléter notre mission d'information, nous avons publié les idées reçues sur l'endométriose avec le soutien de spécialistes et avons coproduit le film « Toi, mon endo ». Ayant à cœur de faciliter un diagnostic précoce pour les adolescentes, nous menons des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées et intervenons dans la formation des infirmières scolaires. Agissant depuis notre création auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie, nous avons également rédigé un chapitre des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, publié par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Nous travaillons avec les autorités publiques à la mise en place des filières de soins dédiées à l'endométriose et intervenons dans diverses commissions ministérielles. Première association de lutte contre l'endométriose à être agréée par le ministère de la Santé en 2018, nous œuvrons sur le terrain en étant un pont entre institutions médicales et patients. Depuis 2016, nous avons versé plus de 150 000 € à différentes équipes de recherche dédiées à l'endométriose. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, EndoFrance a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milot œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV, dont TF1. Thomas Ramos, rugbyman, témoigne en avril 2019 et lève le voile sur le difficile rôle du conjoint vivant au quotidien les difficultés que peut avoir la femme atteinte d'endométriose. Mais pour que les 3 mots d'EndoFrance, soutenir, informer, agir, puissent autant résonner sur le territoire national comme international, il faut également la force, le regard et l'investissement de plus de 110 bénévoles, de plus de 2300 adhérents et de plus de 60 000 followers. Un travail colossal où rigueur rime avec partage, où empathie rime avec action, où solidarité rime avec espoir.